Alors, Georges Bringuier est inspecteur de l'éducation nationale honoraire, spécialiste des questions de laïcité, et il était dans les domaines scientifiques, mais la laïcité, finalement, c'est quelque chose de vaste qui a des ramifications dans tous les aspects de la vie, et en particulier à l'école. Moi-même, j'étais directeur d'école, et donc je connais certains aspects de la question, et j'espère qu'après son exposé, on pourra aborder ces questions-là avec le public. Alors, Georges Bringuier est venu avec quelques ouvrages, parce qu'il est en même temps auteur, donc si à l'issue de sa conférence vous avez des questions, vous pourrez les lui poser, et vous pourrez éventuellement vous procurer quelques exemplaires de ces ouvrages qu'il nous propose. Voilà, donc je vous cède la parole, cher ami. Sport et laïcité, un vaste sujet. À vous. Ça marche, c'est bon. Merci de m'accueillir pour parler de deux sujets qui sont au centre de mes intérêts. Alors je ne me présente pas comme spécialiste de la laïcité, parce que la laïcité est un sujet tellement vaste. Pardon, vous entendez? Tellement vaste que je pense que c'est un sujet, on apprend tous les jours dans le domaine de la laïcité. Alors, les questions depuis une trentaine d'années à peu près, depuis 3 décennies, se posent régulièrement des questions, des tensions, des problèmes sur la laïcité, et le sport n'est pas exempt de ces questions-là. Et la question que je vais me poser, c'est vrai que les signes religieux sont entrés dans le domaine du sport. Alors la question ici, ce n'est pas se poser en termes moralisateurs, savoir si c'est bien, si c'est mal, ça ne m'appartient pas de répondre, mais d'aller chercher dans les textes ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Voilà. Mais avant peut-être de passer vraiment au sujet du sport, de la laïcité, je voudrais dire juste quelques mots très rapides sur la laïcité, car c'est vrai que c'est un sujet complexe, et j'essaierai en quelques minutes de dire comment je vois la laïcité, ce que représente pour moi ce terme de laïcité. Tout d'abord, comment dire, on va essayer de faire défiler les... Alors, je dois dire aussi autre chose, c'est que je prépare toujours mes conférences, elles sont écrites, et puis j'ai des plans. Je m'organise bien, je range tout ça convenablement, et évidemment, j'ai tout oublié chez moi, donc je vais partir un peu en live. Bon, mais je vais surtout m'appuyer sur, comment dire, sur le diapo, donc j'ai quand même le diaporama va me servir de plan, mais il est possible que je m'égare quelquefois. Je reviendrai sur le terrain assez rapidement. Alors, comment définir la laïcité? C'est très complexe. Alors, je prendrai qu'un seul exemple. Je ne sais plus quel est le député qui avançait qu'à l'Assemblée nationale, il y avait 577 définitions différentes de la laïcité, c'est-à-dire autant que de députés. Voilà, c'est pour dire que le concept est quand même relativement difficile à cerner. Alors, je pense que la laïcité, on peut l'aborder de différentes manières. On peut l'aborder de manière par l'histoire, de façon historique, de manière politique, de manière philosophique, de manière juridique. Alors, concernant la question politique, je crois que c'est important de dire que la laïcité, c'est un sujet éminemment politique, et ça l'était en 1905, et il clivait la gauche radicale et socialiste de Jaurès, etc., et la droite républicaine, monarchiste, bonapartiste. Il y en avait encore en 1905. Aujourd'hui, c'est toujours un sujet politique, mais qui ne clive plus gauche-droite, qui clive à gauche, qui clive à droite. On a l'impression que la classe politique a perdu la boussole un peu de la laïcité, et nous, ici, enfin, on est perdus d'une certaine manière. Mais dans tous les cas, je ne suis pas politique, je ne suis pas militant politique, donc je parlerai de laïcité de façon apolitique. Voilà, que les choses soient bien claires. La question historique est très importante aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que ça va être très long, mais en général, les historiens, quand ils s'intéressent à la laïcité,
partent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Certains partent plutôt de l'édit de Nantes, de 1598. Moi, quand je parle de l'histoire de la laïcisation de la France, je parle de Clovis. Je pars de loin, hein. C'est très symbolique Clovis, mais ça me paraît important, car Clovis, avec son baptême, devient le premier roi franc chrétien, il devient le fils aîné de l'Église, et il entraîne la France, qui devient, quelques siècles plus tard dans l'historiographie, la fille aînée de l'Église, dont la plus proche, et quand on s'aime, enfin, quand on est très proche, eh bien on joue à je t'aime moi non plus, qu'on va avoir des périodes de rapprochement, de tension, qui vont nous amener jusqu'à finalement la loi de séparation de 1916, je fais raccourci. Et puis autre chose de très symbolique sur Clovis, c'est le baptême de 3000 de ces guerriers, donc, qui va nourrir l'adage tel roi, tel peuple, telle religion. Et à partir de Clovis, les sujets devront avoir la même religion que les monarques, ce qui va justifier, rendre compréhensible les guerres de religion, donc je passe là-dessus. L'histoire nous permet de comprendre que la laïcité est arrimée à notre histoire, ça ne sort pas du chapeau, ça ne s'est pas fait comme ça a pris des siècles et des siècles. Un élément important, c'est 1789, quand même, la déclaration, et surtout la nationalisation des biens du clergé, très important. Et l'histoire permet aussi de comprendre que c'est quand même laïcité, ça caractérise bien la France, c'est spécifique à la France. Hein, ça, c'est quelque chose qui me paraît important, même s'il y a d'autres pays qui peuvent se déclarer laïques. Encore que dire qu'un pays laïque, quel est le critère que l'on va utiliser? Alors très rapidement, il me semble que le critère le plus objectif, c'est est-ce que le terme laïcité ou laïque sont inscrits dans la Constitution. Pardon, sont inscrits dans la Constitution. Alors là, il y a très peu de pays. Il y a la France, il y a le Mexique et il y a la Turquie. Et quelques pays de... Ça mieux. Ah, merci. Et quelques pays... Ah oui, c'est quand même mieux. Je recommence, donc. Subsaharien. Bon, voilà, pour faire très court. Donc c'est très difficile de dire qu'un pays est laïque ou pas laïque. Bon, je ne vais pas rentrer m'engager dedans, sinon ça nous éloignerait du sujet. Historique, philosophique, je pense que c'est très important. Je dirais que c'est la volonté exprimée par nos aînés, la volonté de vivre ensemble et non de façon communautariste les uns à côté des autres. Donc, c'est un vœu pieux peut-être. Une majorité des Français considèrent que la laïcité, c'est un marqueur de la France, l'identité française est marquée par la laïcité. Alors, moi, les questions identitaires, vous savez, sont un peu sujet à polémique. Je reprendrai le terme d'Abdenour Bidar, qui est un intervenant très important, qui est inspecteur général d'ailleurs, de philosophie. Pour lui, la laïcité, c'est le génie français. Et ça, je trouve que ça me plaît beaucoup, parce que c'est un peu un acte militant de dire ça, mais c'est le génie français. Voilà. Sur la question philosophique, je ne sais pas le but aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'une approche, je vais dire, approche juridique. Et l'approche juridique de la laïcité est très simple, c'est défini par deux mots. La laïcité, c'est un principe constitutionnel, c'est un principe inscrit dans la Constitution de 1958, qui reprend celle de 1946. Hein, c'est pas la première fois que la laïcité est inscrite. C'est un principe constitutionnel, ça lui confère une double force. Première force, c'est le fait qu'un principe en matière juridique est hiérarchiquement supérieur aux articles. Donc c'est une force de l'appeler principe. Et constitutionnel, c'est encore mieux arrimé à la Constitution que ne l'est une simple loi, puisque pour faire ou défaire la Constitution, il faut une majorité de 60%, alors que pour faire ou défaire une loi, une majorité simple de 50% suffit. Alors ça, c'est une double force. Mais la fragilité de la laïcité, c'est qu'elle n'est pas définie. Elle n'est pas suffisamment définie, et donc elle est sujette à interprétation diverses, à incompréhension, et parfois, et souvent, à instrumentalisation, d'un bord comme de l'autre. Donc, on a des forces et des faiblesses, mais fort heureusement, la laïcité repose pour l'essentiel sur une loi, et sa loi, c'est la loi de séparation de 1905. Alors, je dis essentiellement parce que c'est vrai qu'il y a d'autres lois qui contribuent à la laïcité. Mais s'il n'y avait pas la loi de 1905, la France ne serait pas laïque, ou du moins pas de la même façon. Alors, la loi de 1905, je vais être très rapide sur cette question-là.
donc c'est la loi de séparation de 1905. Je vais juste citer les 2 premiers articles qui sont relativement connus. Dans la loi, il y avait 44 articles au départ, il n'y en a plus que 43. Et sachez aussi que par rapport à 1905, 60% des articles ont été revus, corrigés, remplacés, etc. Donc la loi, elle bouge. C'est une loi qui est... Sauf les 2 premiers articles, qui sont les principes qui n'ont jamais bougé. Alors c'est important, dès le départ, la République, la première phrase, c'est « La République assure la liberté de conscience ». Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la laïcité. La liberté de conscience comprise dans le droit français, comme la liberté de croire, de ne pas croire, de douter, de changer de croyance, etc., etc. Et en même temps, garantit le libre exercice du culte. C'est-à-dire que l'État... alors ça s'exprime d'ailleurs dans l'article 2 pour le financement des aumôneries. Si l'État empêche ses citoyens, enfin, ou ses ouailles de fin, c'est peut-être pas le terme ad hoc, de pratiquer le culte, parce qu'il les retient dans un lieu fermé, eh bien, c'est le culte qui va pouvoir se déplacer, c'est ce qu'on appelle les aumôneries, en gros. Où est-ce qu'on ne peut pas sortir? Dans les collèges et les lycées où il y a des internats, dans les asiles, en prison, dans l'armée, c'est pas noté, mais ça faisait partie de voilà, en gros, comment dire, la justification des aumôneries, et c'est dans la garantie de libre exercice du culte, et surtout la phrase qui est importante dans l'article 2, la République ne reconnaît, ne finance, ne subventionne aucun culte. Alors, il y a juste un petit hiatus sur le reconnaît, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, il faut savoir, peut-être j'aurais besoin d'y revenir rapidement, c'est que la loi de séparation de 1905, c'est avant tout l'abrogation du Concordat. Et dans le Concordat, le Concordat avait mis en place ce qu'on pourrait appeler un service public de culte, sous Napoléon, enfin Bonaparte plutôt, c'est-à-dire ça s'appelait établissement public du culte, mais ce n'était rien d'autre qu'un service public, et seuls les cultes reconnus, et pour lesquels on pouvait connaître à peu près le nombre de croyants, pouvaient être financés par l'État. Les cultes reconnus à cette époque-là, c'était le culte catholique, les 2 cultes protestants et le culte judaïque. D'accord? Le culte musulman n'étant pas reconnu à cette époque-là. Et donc, quand on dit la République ne reconnaît aucun culte, ça ne veut pas dire qu'elle ne les connaît pas. Ça veut dire qu'elle ne les reconnaît pas en tant que culte pouvant prétendre à des financements, etc. Voilà. Je vais me servir de ça. Voilà. Je reviens, je suis un peu en arrière. Juste quand même, je crois que c'est important, sur ces articles entraînent une obligation de neutralité. Voilà. Ça me paraît essentiel, très important. Et la question est de savoir où s'exerce la neutralité et qui a l'obligation de neutralité. Donc les espaces et les personnes, en quelque sorte. Alors très rapidement, je ne vais pas aller trop loin dans ce domaine. Sur les espaces, il me semble qu'avec 3 types d'espaces, on s'en sort très bien. Après, si on veut rentrer dans les détails, il faut être un peu plus précis. Mais on a d'abord les services publics, c'est-à-dire les établissements publics, là où s'exerce une mission de service public, la mairie, l'école, l'hôpital, etc. Où on est dans l'obligation de neutralité. À l'opposé, on a les espaces privés, le domicile, etc. Mais les espaces privés peuvent être intimes ou partagés. Par exemple, un local syndical, un local politique, un lieu de culte, ce sont des espaces privés, mais partagés, qui accueillent du public. Donc ce sont les ERP, établissements qui reçoivent du public, et qui sont soumis quand même au contrôle de la puissance municipale. Donc ils sont publics, privés, mais sous contrôle. Et entre les deux, alors j'ai oublié de dire que dans l'espace privé, on n'a pas l'obligation de neutralité, bien évidemment. Et entre les deux, ce qu'on appelle les espaces publics. Alors c'est très vaste, alors, on peut y mettre la rue, la place, le jardin public, le cinéma, le restaurant, le théâtre, etc. etc. Voilà. Et dans ces lieux, l'obligation de neutralité n'est plus de fait. Voilà. Sur les personnes, alors très rapidement sur les personnes, on a les agents et les usagers par rapport au service public.
Les agents sont soumis à l'obligation de neutralité, les usagers ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité, sauf si ça trouble à l'ordre public, si ça prosélytisme, bien évidemment, etc. D'accord. Souvent, on faisait la confusion, on estimait que quelqu'un qui portait une tenue religieuse ne pouvait pas avoir accès à un service de la mairie, par exemple. Il y a eu des cas comme ça, non, l'usager n'est pas tenu à l'obligation de neutralité, contrairement à l'agent public. Et ce qui était très important de dire, ce sera très important pour la suite, c'est que depuis la loi du 24 août 2021, une loi très récente qu'on a appelée à tort loi contre les séparatismes, enfin on l'avait appelée comme ça au début, puis après ça s'est muté en loi confortant le respect des principes de la République. C'est tellement long à dire que finalement on revient au séparatisme initial, c'est peut-être une erreur, mais c'est tellement plus simple. Eh bien, cette loi est très importante parce qu'elle inscrit dans la loi, quelque chose qui allait de soi, c'est-à-dire qu'un organisme privé, une structure quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle est délégataire d'une mission de service public, est tenue à l'obligation de neutralité. Dans l'autre champ ici, toutes les fédérations sportives qui sont reconnues par le ministère des Sports sont soumises à l'obligation de neutralité. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient ça en tête. Et c'est très important. D'accord ? Les manifestations dans le sport. Alors elles sont multiples. On peut avoir des croix sur les bandages, on peut avoir des prières collectives ou individuelles sur le terrain, dans les vestiaires, on peut avoir des tenues, on peut avoir du sexisme, on peut avoir aussi, dans certains cas, une forme de radicalisation. On y reviendra plus tard dans certains cas. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, finalement, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on a l'interdiction de manifester ses opinions religieuses, ses convictions religieuses? Moi, il ne m'appartient pas de dire si c'est bien, si c'est mal. Par contre, on peut aller chercher dans les textes juridiques, réglementaires, les réponses. Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Voilà, la question, elle est là. Alors, je vais faire le tour des textes. Le premier texte, c'est la règle 50.2 de la charte olympique, qui, pour faire court, qui interdit toute manifestation politique et religieuse dans le sport. Voilà, pour faire court. C'est une force extraordinaire, cette charte, puisque l'olympisme, c'est universel, ça concerne toute la planète. Le sport est universel. Et en plus, ça concerne tous les sports, même les sports qui ne sont pas inscrits dans les Jeux Olympiques de moment. Vous savez qu'il y a des sports qui rentrent, qui sortent. On a le breaking, par exemple, qui a été à Paris, qu'on ne retrouvera pas à Los Angeles, par exemple. Donc c'est une force incroyable, quoi. Mais c'est aussi une grande faiblesse, parce que ce n'est qu'une charte. Et une charte, c'est pas du droit. Une charte, c'est un code déontologique, c'est une incitation, mais c'est rien de plus. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de pays et beaucoup de fédérations internationales qui ne tiennent pas compte de la charte ou qui la contournent sur la confusion du cultuel et du culturel. D'accord? Donc c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse, on aura l'occasion d'y revenir. Les textes, il y a deux autres textes, je vous les montre les deux, de 2022 et le précédent, c'est de 2019. Alors, il n'y a pas de titre charte dedans, mais c'est tout comme, ce sont des chartes de la laïcité dans le sport, on va dire les choses comme ça. Alors pourquoi deux? Dans nos ministères, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué en quelque sorte? Je explique pourquoi il y en a deux, parce qu'en 2019, la ministre c'est Roxana Maria... parfait. Voilà. Vous êtes entraîné. Moi je m'entraîne et j'y arrive jamais. Bon. Alors, en 2019, le ministère est un ministère autonome. Le ministère des Sports, c'est une variable d'ajustement des gouvernements. Tantôt c'est autonome, tantôt ça appartient à l'éducation nationale. À cette époque-là, c'était autonome. Moi, je trouvais que ce texte avait une force incroyable. J'ai appris des trucs, je l'ai relu je ne sais pas combien de fois pour être sûr de ne pas me tromper. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a été fait en collaboration avec des juristes, mais des juristes qui appartenaient à l'Observatoire de la laïcité, qui n'avait pas bonne presse auprès des laïcs, qui a disparu. Et je trouve que l'Observatoire
dans ses écrits, apporté beaucoup de choses à la laïcité, et dans les prises de position du président et du secrétaire général, c'était plutôt des positions personnelles, et qui étaient assez éloignées des textes. Les textes, ce qui veut dire qu'on pouvait prendre, appui sur ces textes, ils avaient quand même une certaine solidité, notamment parce qu'ils étaient faits par des juristes. Et puis, avec Blanquer, c'est ça, Blanquer a récupéré le ministère des Sports, c'est devenu le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il a mis en place un conseil des sages de la laïcité qui voulait tordre le cou à l'observatoire de la laïcité, qui a dit nous on va faire aussi une charte, et ils ont fait une charte qui à peu près qui redit les mêmes choses. Hein. La seule différence importante, c'est que comme c'est le ministère de l'Éducation nationale, etc., il y a le sport olympique et le sport scolaire qui est traité, qui n'était pas traité à la première charte. Alors, moi je ne sais pas dire quelle est la bonne charte. C'est à peu près les mêmes, c'est ça. Parce que tantôt, après 2022, en 2023, le ministère des Sports est redevenu autonome, donc ce serait la première charte. Puis maintenant, il est devenu intégré, donc finalement, on peut avoir les deux chartes et on les sort en fonction des aléas de distribution du gouvernement. Ça sont deux chartes. Alors, c'est très... Et oui, puis quand même, je vais parler... non, je vais trop vite. Là, je supprime. Ça, c'est autre chose. Comme je n'ai pas le plan, je fais un peu de navigation à vue. Alors, il y a aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi du 24 août 2021 qui est importante, parce qu'elle fait des fédérations foot, rugby. Je prends les fédérations qui nous viennent à l'esprit, mais il n'y a pas que celle-là, bien sûr, toutes les fédérations. Le comité national olympique et le comité national paralympique sont considérés comme des délégataires d'une mission de service public et sont tenus par l'obligation de neutralité. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Je reviens, cette clause fait que, et d'après les renseignements récupérés sur ces deux chartes, je vais prendre comme exemple la fédération de rugby, parce que bon, c'est ce que je connais un peu le mieux. Hein. La fédération française de rugby, mais le foot c'est pareil, est tenue par l'obligation de neutralité, que ce soit les ligues professionnelles qui sont adossées aux fédérations, que ce soit la fédération, que ce soit aujourd'hui au niveau de la région, je cherche le terme, et puis jusqu'au comité départemental. Hein, l'organisation a été un peu modifiée. On arrive jusqu'au comité départementaux, que ce soit les présidents, que ce soit les arbitres ou juges, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les professionnels, enfin, les employés ou que ce soit les bénévoles, dès lors qu'ils accomplissent une mission de service public, ils sont tous obligés, soumis à l'obligation de neutralité. Il faut dire aussi que les joueurs qui sont sélectionnés au niveau national sont considérés comme les salariés de la fédération et donc sont tenus à l'obligation de neutralité. Par contre, ça ne va pas jusqu'au club. Mais les clubs, il y a deux types de clubs. Il y a les clubs professionnels et les clubs amateurs. Les clubs professionnels sont soumis aux lois du travail, au code du travail, et c'est la loi El Khomri, si vous vous souvenez de cette loi. Alors, dans un règlement intérieur dans une entreprise, on peut réduire la liberté d'expression de ses convictions religieuses. Alors avec des clauses, il faut que ce soit proportionné au but recherché, que ce soit compatible avec la tâche à accomplir. Enfin, c'est un truc en berlificoté. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de clubs qui inscrivent, professionnels, qui inscrivent dans leur règlement intérieur cette clause où il y a possibilité. C'est la loi du travail, puisque ce sont des clubs professionnels. Pour les clubs amateurs, franchement, c'est à peu près la même chose. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il ne faut pas que ce soit systématique, il faut que ce soit proportionné. On peut, dans un club amateur, donc, inscrire la réduction de la liberté d'expression religieuse. Simplement, la grosse différence, c'est qu'on ne peut pas invoquer une question économique. Un club professionnel peut invoquer, comme une entreprise professionnelle, des questions économiques. Hein, ce que ne peut pas faire un club amateur. Alors, je ne vais pas aller trop loin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les joueurs qui sont engagés dans des compétitions organisées par les fédérations,
quel que soit le niveau, sont tenus à l'obligation de neutralité. Ça, c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que les matchs internationaux, hein, ça concerne aussi les matchs des séries, des premières séries, hein, des plus petites séries. D'accord ? Dès lors que c'est une compétition organisée par une fédération, hein, reconnue par le ministère des Sports. Alors, sur les... alors, l'autre, oui, c'est ça. L'autre groupe de textes sont simplement les réglementations, notamment les réglementations sur les tenues sportives. Les tenues sportives sont, comment dire, sont régies par des conditions d'hygiène, de sécurité. Hein, on ne peut pas s'habiller n'importe comment quand on fait certains sports. Chaque sport a ses tenues. Je ne sais pas si on joue au rugby, on ne va pas rentrer sur un terrain de rugby avec une tenue de judoka, par exemple. Hein. Bon, on a des tenues. Et puis, il y a l'appartenance à une équipe, avec les couleurs, etc. Donc, il y a quand même des règles qui sont relativement strictes. Alors, sur ces questions, j'ai pris quelques exemples de fédérations. La première, c'est la Fédération française de foot. La Fédération française de foot a inscrit dans son règlement, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, on va dire, dans l'article 1er, l'interdiction de manifester ostensiblement, je ne sais pas si c'est le terme exact d'ailleurs, son appartenance religieuse et politique, par des tenues vestimentaires, etc., etc. Donc ça a été inscrit dans ce jugement. Le problème, c'est qu'il y a un hiatus avec la FIFA. La FIFA, qui est la Fédération internationale de foot, elle, en 2012, a inscrit, alors il faut savoir que c'est le frère du prince de Jordanie, qui était vice-président de la fédération, qui a inscrit la possibilité de porter un couvre-chef. Alors, couvre-chef, c'est un terme laïque, c'est pas un terme religieux. Mais dans le couvre-chef, on glisse tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut glisser. Alors, il y a des conditions. Hein. Le couvre-chef doit être de la couleur uniforme avec le maillot. Il faut que toutes les personnes qui portent un couvre-chef dans une équipe de foot aient la même couleur. Il ne faut pas qu'il y ait un risque pour la personne qui le porte, notamment au niveau de la strangulation ou pour l'adversaire. Il y a des conditions, mais la FIFA autorise, bon, on va l'appeler le foulard, puisque c'est surtout le foulard qui est concerné par ça, évidemment, alors que la FFF, la Fédération française de foot, ne l'autorise pas. Vous voyez, il y a un hiatus, et peut-être vous avez entendu parler de l'affaire des hijabeuses, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans, c'est assez récent, un collectif de 10 filles qui jouaient au foot, je crois que c'était professionnel d'ailleurs, avec 2 associations, peu importe le nom des associations, ont demandé à la Fédération française de foot de supprimer cet article, qui interdisait en gros les couvre-chefs avec les foulards. Et la Fédération a refusé, et donc elles sont allées, ces 10 filles et les 2 associations sont allées devant le Conseil d'État en demandant à ce que le Conseil d'État oblige la Fédération française de foot à supprimer cet article. Elles ont évoqué le caractère, comment dire, non, pas du tout, c'est pas du tout ça que ça. Bien sûr, ça a été avancé, mais un caractère d'urgence, c'est important, parce que des fois le diable se cache dans le détail. Hein. Alors bien sûr, discrimination, bien entendu, mais le Conseil d'État, vous savez que quand le Conseil d'État rend un avis, il faut le lire à plusieurs reprises pour savoir dans quel sens ça penche. Le Conseil d'État dit non, il n'y a pas de caractère d'urgence, et donc on ne demande pas la suppression de cet article, et on verra sur le fond plus tard. Parce que c'était un référé. C'est là, la procédure, c'était une procédure de référé. Voilà. C'est pour ça que le Conseil d'État n'a pas voulu. Bon, il ne s'est pas prononcé sur le fond. Voilà, il ne s'est pas prononcé sur le fond, disant qu'on se prononcera plus tard, mais n'a pas obligé la Fédération française de foot à supprimer cet article. Je crois que c'est important de le savoir. On a 2 autres fédérations qui, très récemment, le volley et le basket, qui ont inscrit dans leur règlement l'interdiction des signes politiques et religieux, hein, suivant l'exemple. Alors, toujours pareil, en prenant les mêmes arguments. Alors, la Fédération française de foot a inscrit l'interdiction en prenant appui sur 2 éléments
c'est ce dont je vous ai parlé, l'article 50.2 de la Charte olympique, et tout simplement, et puis le fait que une fédération est délégataire d'une mission de service public. Donc, en s'appuyant sur ces deux textes, elle peut donc interdire les manifestations religieuses et politiques. Alors, je vous disais, le volley et le basket a fait la même chose. Alors, le rugby à 13 a fait presque la même chose, pas tout à fait, mais presque, ce qui revient au même. Il y avait dans certains clubs de certaines équipes, notamment du côté de Lyon, de féminine à 13, la norme c'était le foulard, quoi. Et donc là, la fédération a fait une descente en quelque sorte, a expliqué, ça s'est bien arrangé, et a publié un communiqué officiel dans lequel, reprenant les deux arguments du foot, c'est-à-dire charte olympique et délégation d'une mission de service public, interdit les manifestations, mais dans les matchs officiels, ça ne concerne pas les entraînements, etc. Alors, juste un mot sur le rugby à 15. Alors, le rugby à 15, c'est un peu différent parce que le rugby à 15, que je sache, j'ai essayé de comprendre, de chercher, le rugby à 15, sur la question de la réglementation sur les tenues, aussi, le rugby à 15, on a la taille des crampons, on a la taille des protège-dents, des casques, etc. Et il y a une spécificité pour les filles qu'il n'y a pas dans les autres sports. Alors les filles, elles ont le droit de porter un plastron, elles ont le droit de porter des manchons sur les jambes et sur les bras, à condition que ce soit en coton, le coup de fesse c'est très précis. Bon, ça c'est un peu... N'importe qui peut porter des manchons, c'est quand il fait froid, le genre de rugby, ça va être des manchons s'ils ont froid, d'ailleurs, qu'on soit une fille ou un garçon. Bon. En revanche, elles ont le droit de porter un foulard. Alors, le terme anglais, c'est pas foulard, évidemment, vous en doutez, mais c'est bien une traduction. Moi, quand j'ai vu le mot en anglais, je l'ai cherché à traduire, ça se traduit bien par foulard. Donc, elles ont le droit de porter un foulard, à condition qu'il n'y ait pas de mise en danger pour autrui et pour celle qui la porte, et à condition que ça ne dépasse pas, que ça ne flotte pas. Là, il y a des foulards maintenant qui sont très... Voilà. Donc, en rugby, c'est autorisé. Voilà. Il faut savoir que c'est autorisé. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de cas, mais on a commencé à avoir des cas en rugby à 15 chez les féminines, une seconde ligne qui n'avait pas été sélectionnée, qui avançait le fait que c'est parce qu'elle voulait porter le foulard qu'elle n'a pas été sélectionnée. Dernièrement, il y a une équipe de rugby de la région toulousaine qui a demandé à la Ligue, le niveau régional c'est la Ligue, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Est-ce qu'une fille peut porter le foulard? La Ligue a dit oui. Bon, effectivement, on est un peu là sur la question du rugby, on est quand même en panne, puisque la fédération n'a pas pris de décision, que ce soit Florian Grill, qui est l'actuel président et qui peut-être sera élu aujourd'hui, d'ailleurs je crois que ça commence aujourd'hui le vote, ou que ce soit Codorniou, qui est le candidat, mais qui a peu de chances d'être élu. Bon. Ça c'est une grande parenthèse. Voilà. Voilà les textes. Alors je voudrais les mettre en application sur les Jeux Olympiques de Paris. Aux Jeux Olympiques de Paris, il est évident que la question de laïcité s'est invitée. Mais ça a été plutôt discret. Sur les médias, on n'a pas trop parlé. Moi, je regardais les Jeux Olympiques comme beaucoup. Bon, franchement, j'ai pas vu beaucoup de cas de... Alors, c'est surtout le foulard, sur le sport, enfin, aux Jeux Olympiques. J'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a une qu'on m'a fait passer il n'y a pas longtemps. C'était le beach volley, c'est ça, le beach volley. Alors, je trouve cette image intéressante, parce qu'elle montre, elle interroge d'abord les filles qui sont en burkini. Le burkini, c'est intéressant parce que c'est le marronnier de l'été. On parle du burkini quand arrive l'été, comme le marronnier de l'hiver, c'est la crèche de la nativité. On va parler bientôt de la crèche de la nativité, bon, etc. Le burkini, est-ce que c'est un vêtement religieux? Intrinsèquement non, puisqu'il date d'une quinzaine d'années, ça a été une modiste australienne d'origine pakistanaise qui l'a conçu. Ouais, bon. Par contre, c'est un vêtement religieux, alors c'est l'expression du ministère, par destination. Donc on peut considérer que c'est un vêtement religieux, mais pas de tradition, mais par
par destination. Et de l'autre côté, vous avez les deux Espagnols. Alors, il y a des filles qui contestent quand même cette obligation de s'habiller comme ça, d'être un peu en exhibition, quoi. Et je trouve qu'elles n'ont pas tout à fait tort. Il faut qu'elles s'habillent comme elles veulent. Et je trouve que sur le beach volley, bon, il y a des fois, est-ce qu'on regarde toujours le ballon? Voilà, bon, donc, il y a des contestations. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a les deux cas. Je ne sais plus où j'en suis, non, pardon. C'est là. Voilà. Sur les Jeux Olympiques, je vous l'ai dit, finalement, on n'a pas eu beaucoup de cas. Il y a quand même ce cas, moi, il m'intéresse ce cas parce que c'est une magnifique championne, c'est elle qui a la médaille d'or au marathon. Il faut savoir que le marathon féminin, c'est la dernière épreuve sportive des Jeux Olympiques de Paris, et donc c'est la seule épreuve pour laquelle la montée sur le podium se fait pendant la cérémonie de clôture, avec une exposition extraordinaire. La plus grande exposition. Et moi, ce que je trouve assez surprenant, c'est que cette fille ne porte jamais le voile, quoi. Ni avant, ni après. Par contre, là où elle va être exposée, elle met le voile. Donc ça veut dire, pour moi, c'est un acte de prosélytisme, forcé ou naturellement accompli, mais c'est... Voilà. Je comprends pas qu'on puisse pas le mettre avant, après, et puis voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, sur les Jeux paralympiques, je trouvais qu'il y en avait davantage, et même, j'ai vu les arbitres féminines au taekwondo, par exemple. Alors là, c'est paradoxe. Elles sont habillées comme des hommes, chemise, cravate, pantalon, et puis elles portent un foulard. Alors, c'est assez bizarre, mais on a donc aux Jeux paralympiques... La question est de savoir, mais alors, comment dire, quelle était la position du CIO, du Comité international olympique, et quelle a été la position de la France. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est que dans les compétitions internationales, la réglementation est celle de l'organisme organisateur, pas celle du pays d'accueil. Autrement dit, pour les Jeux olympiques en France, la réglementation, c'est celle du CIO et pas celle de la France. D'accord ? La France a fait valoir sa réglementation pour ses athlètes. Et donc les athlètes français ou françaises étaient soumis à l'obligation parce que ce sont des athlètes français et on joue en France, ça se passe en France. Par contre, les autres athlètes pouvaient manifester leur appartenance aux Jeux. D'ailleurs, il y a je crois une championne du 100 ou 200 mètres qui n'avait pas été sélectionnée parce qu'elle voulait courir, une française, courir avec une casquette qui cachait ses cheveux. Alors, casquette, c'est intéressant, les bandanas, la casquette, etc. Mais se considérer comme symbole religieux, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est ce qu'on appelle par destination. Hein, c'est le mot du ministère. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Amnesty International et puis une Ligue des droits des femmes et des hommes ont porté plainte contre la France, qui était donc discriminatoire, etc., etc. Et donc, c'est retourné vers le CIO, et le CIO a répondu, chaque pays gère les relations avec les religions comme il attend. Nous, on n'a pas rentré dans ces considérations. Donc, si vous voulez, au JO de Paris, aux Jeux paralympiques, il y avait deux règlements. La réglementation générale pour tous et la réglementation spécifique pour les athlètes françaises. D'accord ? Alors, enfin, le fait de ne pas avoir des notes fait que je vais plus vite que ce que je pensais, mais on aura davantage de temps d'échange. Alors, vous l'avez compris, avec l'article 50.2, la politique et la religion ne sont pas admises dans le sport. À l'inverse, on voit bien que le sport s'invite souvent dans la politique, et ce qu'on appelle la géopolitique du sport, ce qu'on appelle aussi le soft power. Alors le soft power, c'est un pays qui va, se positionner sur la scène internationale grâce à la culture et grâce au sport. C'est le soft power. Et puis il y a la hard power qui repose plutôt sur l'armée, sur la puissance économique, sur la démographie. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, l'intervention, l'instrumentalisation du sport dans la politique a commencé très tôt, et ça commence d'ailleurs dans les années. J'ai pris cet exemple parce qu'on
parle peut-être pas suffisamment. Il faut savoir que dans les années 1930, sur les Grands Prix, ancêtres de la Formule 1, où les femmes couraient d'ailleurs, c'était Bugatti, malgré son nom, et le fait que Ettore Bugatti avait encore la nationalité italienne, il aura la nationalité française qu'à ce second mariage avec une Française en 1947, Bugatti, qui était vraiment dans l'esprit français, gagnait toutes les courses. Il y a une Bugatti 35C qui est la voiture aujourd'hui qui a le plus grand nombre de victoires. Mais à partir de 1930, du début des années, les choses vont changer. D'abord avec l'arrivée des Alfa Romeo qui a été racheté par l'État italien, donc avec Mussolini, et puis à partir de 1933 par les Mercedes, qui étaient quand même soutenus par le Troisième Reich et inversement. En fait, ils utilisaient la course automobile comme vitrine de l'industrie allemande, et on n'allait pas vers le soft power, l'industrie allemande, on a un exemple aujourd'hui, pas en Allemagne, un peu plus loin, qui s'était mis en régime militaire, en fait, de construction militaire. On a ensuite les grands événements mondiaux, c'est les Jeux Olympiques et les Coupes du Monde de foot, c'est de rugby dans un mois, je ne sais plus, c'est beaucoup plus récent. C'est la deuxième Coupe du Monde. La première, c'est l'Uruguay. Je ne suis pas très footeux, donc je ne sais pas trop. En Italie, en Italie, en 1934, on fait les joueurs font le salut fasciste. Et d'ailleurs, en 1938, c'est à Paris, et les joueurs portent des maillots noirs comme des chemises noires. On a aussi les Jeux de Berlin, ça vous connaissez, instrumentalisation optimale. Donc, on voit bien que le sport depuis longtemps, les grands événements sportifs ont été très largement utilisés par les politiques. Alors, je voudrais juste revenir sur ces Jeux de Mexico qui ont surpris tous les organisateurs, car il n'y avait pas l'expression d'expression politique ou religieuse des sportifs. Et ça a été fait donc à Mexico. Alors on dit que c'était pour le Black Power, eux disaient que c'était plutôt contre l'apartheid en Afrique du Sud. D'ailleurs, il y a un pauvre Sud-Africain qui est devant là. Bon, je ne sais pas qu'il était vraiment impliqué. Et à partir de ce moment-là, les organisateurs ont été prudents et essayaient de ne pas laisser s'exprimer de positions politiques par les sportifs. Alors, pour moi, ça me trouble énormément, parce que ça veut dire quand même que... Alors, depuis, il y a eu l'article 50.2, bien sûr, interdiction du sport et de la politique, et ça me trouble beaucoup parce que le CIO accepte l'expression religieuse, alors que vous allez le voir en 2008, par exemple, c'est tout simple, en 2008 c'était à Pékin, je crois que c'est David Douillet qui est un peu à l'initiative. L'idée, c'est que les sportifs français portent un badge pour un monde meilleur tiré de la charte olympique. On va dire, voilà, c'est politique, les droits de l'homme en Chine, etc. Donc ça a été interdit, car considéré comme un acte politique. D'accord ? Et puis on va aller plus loin sur l'acte politique, puis on va comme ça on parlera des Jeux de Paris. On a une jeune Afghane de 21 ans, alors elle fait partie de l'équipe des exilés, elle ne représente pas l'Afghanistan, et c'est du breaking, c'est du breakdance, c'est une discipline de démonstration, mais qui ne sera pas reprise à Los Angeles. Elle finit en déployant ce fluide Afghan Woman, elle est disqualifiée, et puis elle est menacée de mort sur les réseaux sociaux, enfin j'en passe. Alors, c'est là où je ne comprends pas le CIO, parce que d'une part, ils connaissent l'article 52, mais ils ne l'appliquent qu'à moitié. Ils l'appliquent à l'encontre de la politique, mais ils sont très libéraux par rapport aux religions. Alors, c'est vrai que par rapport aux religions, le problème, c'est qu'on peut considérer que le CIO s'est fait piéger, puisque le CIO avait fait comme objectif
très important, l'émotion le plus important, la mixité, filles et garçons. À tel point que refuser des pays s'il n'y avait pas mixité. D'accord? Et donc, certains pays ont dit, mais nous, on vous enverra des sportives, mais à condition que vous acceptiez qu'elles soient voilées. D'accord? Et donc, le CIO s'est fait piéger. Et la France, qui a été accusée de discrimination, c'est quand même le pays où la parité est quasiment parfaite. 50-50, il y a 50% de filles et 50% de garçons. Vous voyez, donc des leçons, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de, enfin, qu'on en ait à recevoir. Alors, comme j'ai plus mes notes, voilà, sur les JO, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Je voulais terminer justement, on va terminer avec ça. En 2019, je crois, en 2019, sport des femmes en Afghanistan. Elle a ramené un reportage et des photos. Alors, elle avance, je ne sais pas si elle a une étude sérieuse qui a été faite, mais en 2019, moins de 1% des femmes pratiquaient le sport en Afghanistan. Presque 1%, on va dire. Bon. Et dans ce 1%, il y avait des filles à Kaboul qui jouaient au rugby. Il y a une fédération de rugby. Hein. Alors, la journaliste bretonne ne faisait pas la distinction entre le rugby à 7 et le rugby à 15. À l'évidence, c'était du rugby à 7, et qui est plus facile à jouer, la mondialisation du rugby à 7, vous le savez aussi bien que moi. Et quand elle interrogeait ses filles, d'abord, elle répondait, d'ailleurs, je crois que j'ai une autre photo, elles étaient heureuses de jouer, le plaisir du jeu. Elles s'avançaient, on veut jouer parce qu'on a le plaisir du jeu. Et quand on continuait à leur poser des questions, elles voulaient aussi montrer qu'elles étaient capables de jouer des sports que pratiquaient les garçons. Donc en fait, elles revendiquaient l'égalité. Et elles devaient vaincre des préjugés, des interdits pour pouvoir se cacher leurs affaires. Alors quelquefois c'est la mère qui l'empêchait, quelquefois c'est le père, etc. Donc pour elles c'était pas facile, mais elles voulaient absolument pratiquer ce sport. C'est un sport qui avait une force d'émancipation extraordinaire. Hein. Et moi, ce qui me dérange, c'est de voir ces filles. Bon, évidemment, elles sont obligées de jouer couvertes, hein, que ce soit les bras, les jambes et les foulards. Mais franchement, quand on les voit jouer, elles n'ont que faire du foulard. Elles l'oublient, elles le portent, elles ne le portent pas. Enfin, elles jouent au rugby, quoi. Hein. Et je trouve ça assez formidable. Et je me dis, mais bon, on n'est pas là, mais elles auraient pu être sélectionnées pour, je sais pas, venir jouer en France, par exemple. Alors si c'est une organisation, un tournoi international, elles sont couvertes par la réglementation internationale. Mais on pourrait voir débarquer le rugby à 7 des filles portant le voile. Alors qui sommes-nous, qui suis-je, moi, pour dire mais il ne faut absolument pas qu'elles viennent avec un foulard. Enfin, on est dans un paradoxe là. Hein. Alors j'avais une réponse, c'est-à-dire jouer au foot, enfin au rugby là, dans le cas en Afghanistan avec un foulard, c'est un progrès. Jouer au rugby à 7 avec un foulard en France, c'est une régression. Mais bon, mais en fait, ça règle pas de loin le problème de l'Afghanistan. Est-ce que j'ai encore... Alors ça c'est autre chose, mais on y viendra juste... Alors, voilà, donc il me semble que si on faisait jouer... Si on faisait jouer la règle 50.2, c'est une règle, encore une fois, d'une charte déontologique, eh bien, les manifestations politiques et religieuses n'ont rien à faire sur un terrain de sport. Quel que soit le pays, etc. Bon, ça, vous l'avez compris, le CIO, les organisations, comment dire, en jouant sur la confusion entre culturel et culturel, font que, bon, les manifestations religieuses dans le sport font florès, quoi, malheureusement. Hein. Je dois dire aussi, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je vais quand même le dire maintenant, il y a une loi qui a été votée en 2023, je crois. C'est une loi qui traitait de la promotion du sport. Et quand c'est passé au Sénat, le Sénat a proposé d'inscrire dans la loi l'interdiction pour toutes les fédérations de manifestations politiques et religieuses. Ça n'a pas été voté par l'Assemblée.
C'est-à-dire que l'Assemblée, en quelque sorte, moi je n'arrive pas toujours à comprendre, mais l'Assemblée remet aux fédérations de régler leurs propres problèmes, d'inscrire cette interdiction. Vous voyez qu'il n'y a que 3 fédérations qui l'ont inscrite pour l'instant, et avec le 13, on va dire, l'orbiatrice, ça fait 4. Vous voyez, donc c'est complexe. Et en même temps, je me dis, mais est-il besoin que les fédérations inscrivent cette interdiction dans le règlement, puisque c'est la loi générale? Et effectivement, si vous regardez les Jeux Olympiques, quel que soit le sport pratiqué, les athlètes françaises étaient soumises à l'obligation de neutralité. Et ça ne tenait pas de la réglementation de leur fédération, qui l'avait la plupart du temps pas inscrite, mais ça tenait de la loi générale du 24 août 2021 et de l'article 50.2. Donc c'est mieux en l'inscrivant dans les fédérations, mais ça n'a pas été fait. Voilà. Alors, je vais faire un lien un peu pas très réjouissant, mais quand j'ai parlé du problème religieux dans le sport, je ne suis pas allé jusqu'à la radicalisation. Or, aujourd'hui, il y a quand même un problème de... ceux qui ont... qui s'occupent un peu des questions sportives, que ce soit l'école, que ce soit les départements qui financent des clubs sportifs, les municipalités qui financent des clubs sportifs, s'intéressent beaucoup aux questions de laïcité dans le sport, et notamment, alors pas que bien sûr, mais le sport de combat est dans les salles. Dans les salles de sport de combat, on a un effet de radicalisation. Il peut y avoir un effet, il faut faire attention de ne pas faire un amalgame. Alors, j'avais entendu ça, c'est une conférence donnée par un membre du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale qui avait fait une étude là-dessus, qui disait que la grande partie de ceux qui sont radicalisés sont passés par des salles de sport de combat. Ça ne veut pas dire parce qu'ils passent par une salle de sport de combat qu'ils se radicalisent. Il me semble, je ne suis pas sûr que ce soit à Toulouse, mais je travaille fait des auditions de clubs sportifs comme ça. Et je vais parler de Samuel Paty, juste puisque on avait convenu avec les organisateurs qu'on profiterait de cette occasion pour rendre hommage à 2 hussards de la République que sont Samuel Paty et Dominique Bernard. Samuel Paty, il a été assassiné par un Tchétchène, donc membre de la Fédération de Russie. Et Dominique Bernard par un radicalisé qui venait d'Ingouchi. Ingouchi, moi je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous connaissez. L'Ingouchi, c'est à côté de la Tchétchénie, c'est entre la Tchétchénie et l'Ossétie du Nord. Vous savez qu'il y a l'Ossétie du Sud qui a été aussi prise sur la Géorgie en 2008. Enfin, voilà. Donc ce sont des régions où la religion dominante sont des musulmans, et il y a des gens radicalisés, et comme on l'a retrouvé chez nous, et les 2 professeurs ont été assassinés, l'un par un Tchétchène, l'autre par un Ingouchi. Alors, juste, moi je trouve, ce sont des gens qui ont payé de leur vie pour un engagement dans l'éducation nationale, et on a des gens ici qui sont de l'éducation nationale, et c'est terrible. Lui, Samuel Paty, il est mort parce qu'il a fait son travail, parce qu'il a essayé d'expliquer à des élèves la liberté d'expression, tout simplement, en prenant appui sur des caricatures de Charlie Hebdo. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, ça faisait 4 ans qu'il le faisait. Il n'a jamais été inquiété. Il est tombé sur une fille particulièrement dissipée, qui était exclue de l'établissement, et qui a fait croire à son père qu'elle avait été exclue parce qu'elle s'opposait à ce que le professeur montre les caricatures, qui avait fait sortir les musulmans. Enfin, elle a menti impunément à son père. Son père a préféré croire sa fille que l'institution. Enfin, plus les parents étaient séparés, donc elle faisait jouer un peu là-dessus. Bon. Après, un ballement des réseaux sociaux, passé par un réseau social de Sifroui, qui était aussi un fichier S, etc., etc. Et puis finalement, ce jeune Tchétchène qui voulait faire le djihad, comme sa religion l'imposait, mais aller en Syrie, ça fait loin. Bon, Conflans-Sainte-Honorine, c'est pas si loin que ça. C'est terrible. Ce qui est le plus terrible, c'est qu'il y a des élèves de collège qui ont désigné Samuel Paty, qui sont restés 3 heures auprès de cet assassin, et bon, ils ne savaient pas qu'ils allaient assassiner Samuel Paty. Hein. Ouais. Donc, il est mort parce qu'il faisait son boulot, quoi, tout simplement.
bien, Dominique Bernard, c'est peut-être un peu pour d'autres raisons qu'il est... D'abord, c'est un prof de lettres, c'est pas un prof d'histoire et géo. Apparemment, mais ça, on n'a pas trop parlé, j'espère qu'il n'y a pas de prof d'histoire et géo parce que je vais leur faire peur. Apparemment, le terroriste cherchait le prof d'histoire et géo. Et lui s'est opposé par héroïsme, quoi, hein. Il est mort par héroïsme. Il n'était pas visé directement, c'est pas lui qui était visé. C'est terrible, quoi, hein. Et donc, pourquoi les profs d'histoire et géo? Parce que ce sont ceux qui ont en charge la plupart du temps l'enseignement de la laïcité dans les écoles, les collèges et lycées, et ils sont seuls, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas normal que la laïcité soit confiée aux seuls profs d'histoire et géo. Ce sont des experts, ils peuvent raconter l'histoire de la laïcité comme je l'ai fait un peu tout à l'heure, mais il faut que toutes les disciplines s'emparent de cette question, et ce n'est pas le cas, hein. Et c'est vrai que être prof d'histoire et géo, dans certains endroits, ben, la Shoah, ben, on évite, surtout aujourd'hui avec le conflit israélo-palestinien, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans la contestation des enseignements, puisque ça nous amènerait sur l'éducation nationale. Voilà, il me semblait que c'était le 13 et le 16 octobre, je crois qu'on est le 18, donc on est en période où on commémore la disparition de ces deux hussards de la République qui... Enfin, moi je les appelle hussards de la République parce que ce sont véritablement des vrais hussards de la République qui sont devenus des martyrs, martyrs de la liberté de penser, martyrs de la liberté d'expression, tout simplement, hein, parce que l'école apprend la liberté d'expression et les élèves ne savent plus ce que signifie la liberté d'expression, et il y a des professeurs qui essaient de leur apprendre ces choses-là. Ce n'est pas facile, au péril de leur vie. Et il faut savoir quand même qu'il y a un effet, surtout depuis Samuel Paty, renforcé depuis l'assassinat de Bernard, d'un effet d'autocensure. Si dans les établissements, ben, on ne traite pas tout le programme parce que c'est compliqué. Et on peut le comprendre. Bon, j'ai peut-être pas dit tout ce que je voulais dire parce que encore une fois, j'ai oublié mes notes. Et je vous remercie de votre attention. Si vous voulez prendre la parole, poser des questions à M. Branguier. Merci, bonsoir. J'ai écouté très attentivement parce que, pour différentes raisons, je suis impliqué dans le fonctionnement de diverses instances sportives. Je pense qu'il y a une dimension sur laquelle il faudrait peut-être insister maintenant aussi, c'est le rôle des médias et le jeu, pas toujours très net, des médias dans la relation entre le sport et la laïcité et entre le sport et la politique. Je veux dire, bon, ça existe depuis longtemps. En 1936, en Allemagne, ils avaient déjà imaginé que c'était un instrument politique et ils l'utilisaient. Mais tout le monde ne l'avait pas dans son salon ou sur son téléphone à tout moment. Maintenant, par la multiplication des moyens médiatiques, tous les éléments deviennent un élément de mise en évidence. Tout à l'heure, on a vu une photo, une des premières photos, c'est le joueur du Racing, je crois, avec c'est Camille Chat, non? Non. Ah, bon. Voilà. Bon, je veux dire, quand les médias, quand la télévision ne focalisait pas, le joueur, il faisait ce qu'il voulait, et à part les 4 types au bord de la touche, personne ne le voyait. Maintenant, il met une croix, alors je ne sais pas si c'est une expression religieuse ou pas, il met une croix sur son poignet, et le monde entier peut-être pas, mais en tout cas tous les spectateurs de Canal+ le voient. Donc c'est un phénomène amplificateur qui est peut-être pas le reflet de ce que le joueur veut exprimer. J'en sais rien, mais c'est une hypothèse. Et à l'inverse, on voit maintenant, au moins dans le milieu du rugby, de plus en plus de joueurs, en particulier venus de la zone Pacifique, qui rentrent, qui se signent ou qui font une prière à la fin du match. Ce qui, quand moi je joue au rugby, ça venait à l'idée de personne, ce genre de choses. Donc, je crois que là, il y a une dimension qui est la focalisation par les médias, qu'il faut vraiment que les fédérations prennent en compte. Je parle de rugby, mais je pense que les autres aussi. Vraiment prendre en compte, parce que ça crée une dimension qui est immédiatement une dimension collective, et pas une dimension individuelle. Le roux, quand il met la croix,
musulman, c'est son problème. Quand il passe à la télé avec la croix, c'est un problème collectif et ça devient une difficulté. Voilà. Oui, simplement. Ça marche pas. Alors, oui, juste, alors je peux parler juste un peu de rugby parce que c'est le sport que je connais, mais je crois que c'est à peu près partout pareil. Le problème du rugby professionnel, c'est qu'il est exposé médiatiquement. Et ce qu'on peut reprocher aux médias, c'est de se focaliser sur ces démonstrations, prières collectives, etc., en tourne autour. Ça peut être pervers aussi, parce que je voyais par exemple un joueur qui, je crois, un joueur professionnel, qui, juste avant le début du match, allait au milieu du terrain faire une prière. Au milieu du terrain, bon, je crois qu'il sait ce qu'il fait. Alors, c'est pervers, parce que ce sont des jeunes qui viennent du Pacifique, alors c'est quand même les joueurs du Pacifique qui ont importé l'expression religieuse sur le terrain, on n'en voyait jamais. Après, il y a eu l'Afrique du Sud, très chrétien, d'ailleurs ce sont tous des chrétiens. Alors on avait des religions, des méthodistes, des évangéliques, etc. Les Argentins qui sont quand même plutôt catholiques, et puis maintenant les Français font pareil. Et puis on a l'eau bénite sur les lignes, et on bénit des terrains. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Bon, le terrain de l'USAP est béni, et ça a marché parce qu'ils ont gagné. Bon. Bon. Voilà, bon, vous voyez, mais pour revenir, et vous avez raison, il faudrait que les fédérations soient sensibilisées à ces questions-là. Certaines le sont, la Fédération française de rugby ne l'est pas, c'est clair qu'elle ne l'est pas, et surtout que les médias soient un peu plus discrets. Alors, on ne va pas dire à un joueur du Pacifique qui débarque, là, tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela, il ne comprendra pas, on ne va pas l'expliquer ce qu'est la laïcité, mais je crois qu'il faudrait quand même que les fédérations, les dirigeants au niveau des ligues, des comités, aient une certaine sensibilisation, et puis ce n'est pas fait, quoi. Et aujourd'hui, c'est une explosion, et puis revenir en arrière, interdire ce qu'on autorise depuis des décennies, 10-15 ans. Hein. En fait, le phénomène religieux dans le milieu de rugby, ça vient de la professionnalisation qui a été suivie de la mondialisation et des gens qui viennent chercher du travail sur les terrains de rugby, tout simplement. Hein. Des joueurs de talent, d'ailleurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est avec ce truc-là. Les fédérations, les autres fédérations ont statué. Moi je dis que la Fédération française de rugby, si elle ne le fait pas, va vers des situations difficiles. Pour l'instant, non, c'est l'omerta, on ne veut rien savoir. Voilà. Bon, moi j'ai informé Foudre-Ingrid, il n'a pas répondu, Codorniou n'a pas répondu, etc. Codorniou, PRG, c'est quand même, ils sont radicaux, qui sont un parti sensibilisé normalement à la question de laïcité. Bon, pour l'instant. Mais vous avez raison, exposition médiatique. Alors, moi je pense que les joueurs le savent. Et puis, ce qui est un peu pervers, c'est que, comme je disais, ces joueurs du Pacifique qu'on ne connaît pas, ils savent que s'ils se montrent un peu isolés au milieu du terrain, en train de faire une prière, ils vont être vus, etc. Bon, donc, ça participe à leur médiatisation, donc on les connaît, ils peuvent avoir des contrats, etc. Ça peut avoir un effet pervers. Je ne suis pas convaincu. Alors, je n'ai pas réussi à le convaincre, mais je ne sais pas. C'est pas moi. C'est une action naturelle. Ouais. Quand on se met au milieu du terrain, je ne peux pas considérer que c'est une action naturelle. On peut faire une prière avant de rentrer, de façon discrète, etc., en demandant aux médias d'être discrets, mais quand on se met au milieu du terrain, quand après on se prend à 4 ou 5 ou 6, on fait une prière collective, il y a un effet quand même d'exposition qui n'est pas, qui est consciente. Bon, enfin, à mon avis, là je peux me tromper. Hein. Je vais aller les interroger. Et la laïcité a été un combat de tout temps. Hein. La séparation de l'Église et de l'État, ça a été un combat pour l'obtenir. Et les pays, comme vous le disiez, qui sont des pays laïcs, ça se compte sur les doigts d'une main. Je crois qu'en gros, il y en a 5, si je me souviens bien. Donc les autres pays qui ne sont pas des pays laïcs, les États-Unis, par exemple, qui est le modèle soi-disant de démocratie, hein, on jure sur la Bible, la monnaie, c'est In God We Trust. Hein, donc tous ces pays qui ne sont pas des pays laïcs autorisent forcément la pratique, la démonstration.
Et ça va jusque sur les terrains de sport. Et pour eux, comme disait monsieur, c'est presque naturel que d'aller se signer quand on entre sur un terrain ou quand on a marqué un but. Ça leur paraît tout à fait naturel. Alors que nous, qui avons appris la laïcité dès notre enfance, ça ne l'est pas. Et il faudrait pas que ça le redevienne. Je voudrais juste avoir. Je pense que jusqu'en, on va dire 1989, vous savez, on aime bien les dates, l'affaire du foulard de Creil, la laïcité, ça pose aucun problème, on était tous laïcs, on était tous républicains, on n'apprenait pas la laïcité, c'était de fait, ça allait de soi et il n'y avait pas de remise en cause. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut revenir sur ces questions-là parce qu'on a oublié. Et moi, comme vous avez dit, je suis spécialiste, non, je ne me considère pas comme un spécialiste de laïcité, mais j'essaie d'avoir la plus grande connaissance des textes, etc. Je me rends compte que ceux qui ont en charge au plus haut niveau des questions de laïcité, que ce soit les politiques, etc., ont des trous dans leur raquette. Les expressions sportives. Et donc, c'est un sujet très complexe. C'est vrai que la laïcité, ça a été un combat en 1905, c'est une loi de séparation, c'est un divorce quand même, hein, c'est un divorce entre l'État français et le Vatican et Rome, hein, parce que c'est l'abrogation du concordat, et ça n'allait pas de soi, quoi. Enfin, ça a été effectivement, je pense qu'on peut dire que ça a été un combat, mais depuis, c'est une laïcité qui s'est apaisée en quelque sorte, hein, et aujourd'hui, normalement, ce n'est plus une laïcité, il n'y a plus de laïcité de combat. Alors, on peut se battre pour que la laïcité soit toujours vivante, mais il n'y a pas de laïcité de combat. Aujourd'hui, on considère que c'est une loi d'apaisement et de liberté pour les religions, ce que les religions, certaines religions contestent. Mais quand on veut vivre ensemble, il faut avoir des devoirs et respecter des droits communs. Et je pense que la laïcité, c'est ça, c'est c'est le désir, la volonté de vivre ensemble, considérant que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare en termes de convictions religieuses, convictions politiques. C'est pour ça que la laïcité, c'est vraiment, ça transcende les politiques, c'est au-dessus de toutes les politiques. Malheureusement, c'est un enjeu politique. Ça, c'est